Bonsoir à tous. Ok, donc on va passer à Titanium Mobile et au développement cross-platform avec ce format-là. Alors tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Xavier Lacaux, je travaille chez Cleveredge, c'est un cabinet de conseil, d'expertise et de développement web et mobile qui existe depuis 10 ans. Je suis contributeur à pas mal de projets open source, développeur Titanium depuis mi-2009. Et je suis également assez investi dans le domaine de PHP, puisque je contribue à différents projets PHP. Je suis également vice-président de l'Association française des utilisateurs de PHP. Donc, à l'origine, je ne viens pas du monde mobile, je ne viens pas du monde du client lourd, du Java, de l'applicatif lourd, je viens vraiment du monde du web. C'est ça mon expertise à la base. Alors, au cours de cette présentation, on va sans doute faire un peu de redite avec le discours de Michael de tout à l'heure. On va commencer par voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un framework d'abstraction. Ensuite, on verra un petit peu plus ce qu'est Titanium Mobile. On va essayer de démystifier la bête, puisqu'il y a eu pas mal de mauvaises interprétations de ce qu'est vraiment ce framework et de ce qu'il fait. Et puis, on verra comment est-ce qu'on arrive à travailler avec Titanium, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et puis on finira par une petite démo d'une application. Alors si on regarde le panel des solutions et des plateformes qui existent sur le marché, on peut voir qu'il y en a un très grand nombre. On va trouver de très nombreuses solutions de développement qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Et finalement, si on veut réussir à développer une même application pour plein de devices différents, on a soit le choix entre développer à l'aide de SDK natifs, donc de redévelopper plusieurs fois la même application dans des langages différents, ou sinon d'utiliser des outils d'abstraction dont certains sont carrément simplement des outils d'abstraction pour faire du web mobile, pour faire des sites web adaptés à des petits écrans, mais qui ne permettent pas d'accéder aux fonctionnalités natives des téléphones. Titanium a un positionnement assez intéressant puisque c'est un framework qui essaie de combler le besoin entre les deux en proposant du développement assez simple pour les développeurs issus du monde du web et en même temps en permettant d'accéder à toutes les fonctionnalités du téléphone. Alors le premier choix, c'est comme je disais, de choisir entre des applis de type appli native, développés par exemple avec le SDK Android ou avec le SDK iPhone, et choisir sinon de l'autre côté des web apps, donc ce sont des sites web développés à l'aide de langage web. La première famille va avoir l'avantage d'être plus performante, mais va nécessiter à chaque fois un développement spécifique. Un autre avantage commercial, c'est qu'on pourra bénéficier d'un référencement dans les stores, sur Android Market, dans l'Apple Store, ainsi de suite, et on pourra tirer le maximum de la performance des téléphones. À l'opposé, avec les web apps, on va avoir une courbe d'apprentissage qui va être très simple, c'est quasiment immédiat, c'est généralement un tout petit framework installé, et puis on peut continuer à développer comme on le faisait avant avec n'importe quel site web. Par contre, on ne pourra pas générer une application entièrement native, on n'aura pas un look 100% natif, et on ne pourra pas accéder aux API natives du téléphone. Et en plus, si on doit faire des gros calculs importants, si on va afficher des longues listes sur le téléphone, on risque vite de tomber sur des problèmes de performance auxquels se confrontent généralement la plupart des frameworks graphiques de type jQuery Mobile, jQtouch et compagnie. Donc ça a été une des premières raisons de l'émergence de Titanium, c'est essayer de répondre à cette question en fournissant une solution. Et puis il y a eu une deuxième motivation, c'était simplement l'observation des parts de marché, où on pouvait vite observer qu'il y a trois très gros acteurs, et puis d'autres qui sont gentiment en déclin, dans l'ordre Android, Apple et RIM, avec ces trois plateformes. Et RIM, donc là ce sont des chiffres qui s'arrêtent fin 2010, RIM qui est descendu à moins de 14%, bon, même si ça varie d'un marché à l'autre.
et Android qui gagne le part. Donc ça, c'est le type de courbe intéressante. Un autre type de courbe qui est, je pense, assez significatif sur les engagements stratégiques de l'avenir, c'est l'intérêt que présentent les développeurs vis-à-vis des différentes plateformes. Ça, c'est un graphe qui est issu d'un sondage qui a été fait auprès des différents développeurs du monde mobile pour leur demander quel est votre intérêt pour les différentes plateformes. Êtes-vous très intéressé ou pas du tout? Alors on peut voir que tout en bas, il y a Symbian, il y a Migo, voilà, c'est dommage. Ce qui est, alors on pourrait deviser de 3 ou 4% de différence. C'est pas vraiment le sujet, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux plateformes qui se détachent réellement, qui sont iOS et Android, et puis toutes les autres plateformes qui ont du mal à décoller, même si dernièrement Windows gagne quand même de l'intérêt. Donc le constat au final, c'est quoi? Le constat, si on n'a pas Titanium, c'est que les développements natifs, c'est compliqué. Si on veut avoir la même application de manière native sur différents téléphones, il va falloir les développer plusieurs fois, développer plusieurs pôles de compétences, embaucher des personnes de compétences variées. Et du coup, il va falloir réussir à anticiper les évolutions du marché avec le risque d'investir dans des compétences qui ne seront plus nécessaires dans 1, 2 ou 3 ans. La personne qui a tout misé sur BlackBerry il y a 2 ans, je pense qu'elle doit vraiment se mordre les doigts aujourd'hui si elle n'a pas du tout développé de compétences sur iPhone ou sur Android. Du coup, il y a eu un besoin d'un framework d'abstraction qui est apparu, comme ça se fait dans tous les langages, dans tous les domaines. On essaie généralement de mutualiser les développements, d'éviter de réinventer la roue, de pouvoir industrialiser la manière de travailler en centralisant des tests unitaires, en centralisant une plateforme d'intégration continue, ainsi de suite. Et puis, finalement, créer un framework d'abstraction qui permette de développer sur plusieurs plateformes, ça permet de s'abstraire aussi d'aspects stratégiques. Donc, investir sur une plateforme donnée, c'est plus un problème si on en a d'autres sur lesquelles se rabattre si jamais elles prennent la plupart du marché. D'où Titanium. Ça a été l'origine de ce projet. Alors qu'est-ce que c'est Titanium exactement? Je vous en ai déjà un peu parlé, mais Titanium, c'est la définition officielle, c'est un framework open source, donc il est développé, tout le monde peut récupérer le code et puis vider son propre Titanium, le modifier, ainsi de suite, qui permet de développer des applications natives à la fois pour le desktop et pour les devices mobiles. Et ce développement ne se fait pas en utilisant un langage fermé ou en utilisant un langage compliqué à apprendre, ça se fait en utilisant des langages simples, des technologies ouvertes du web qui sont tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est HTML, CSS et JavaScript, même si en réalité on va généralement beaucoup plus développer en JavaScript pour des raisons de confort et d'homogénéité. Alors c'est un framework qui est apparu, dont la première version publique a été publiée en août 2009. Il est sponsorisé par une société américaine qui s'appelle Accelerator, même si de nombreux développeurs dans le monde contribuent au développement. Vous pouvez trouver sur GitHub les sources de Titanium. C'est possible de le forker, de faire des pull requests, d'intervenir dans le développement du framework. Le développement avec le framework, pour développer des applications, on développe principalement en JavaScript. Donc on développe avec un langage que quasiment tous les développeurs web connaissent. Et derrière, ces applications ce code JavaScript est compilé en application 100% native. Donc il n'y a pas de couche d'émulation, il n'y a pas de machine virtuelle embarquée. C'est vraiment une compilation en application native. Le bilan, c'est quoi? Finalement, en utilisant Titanium, on peut avoir des applications qui sont natives, qui peuvent profiter de toute la vitesse d'un téléphone mobile. Il n'y a pas de bottleneck lié à une couche d'abstraction. Et ce sont également des applications qui vont avoir un look natif par défaut sur chacune des plateformes vers lesquelles on les compile. Donc le même code JavaScript que j'aurais écrit une fois va générer une application qui aura une apparence différente sur iPhone et sur Android, qui collera vraiment au look de la plateforme. Alors ça s'appuie, 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut choisir Titanium. Tout d'abord, ça s'appuie sur des langages web qui sont très populaires. Il n'y a pas de mystère, JavaScript c'est un langage qui gagne énormément en ce moment, à la fois côté mobile avec Titanium, mais aussi côté serveur. Vous avez sans doute entendu parler de Node.js, ainsi de suite. Donc c'est un langage sur lequel il est intéressant de miser. Évidemment, il y a jQuery et compagnie depuis des années. C'est
c'est un langage qui est en train de se normaliser aussi, de se normer avec des initiatives comme Emojis qui permettent l'utilisation de modules. Bref, c'est un langage qui est pas du tout en perte de vitesse, mais qui est vraiment au contraire en pleine accélération. Ça s'appuie sur des standards ouverts, donc vous développez une fois, vous pouvez déployer à plusieurs endroits, vous n'êtes pas non plus enfermé dans un langage propriétaire, c'est pas du Golang des années 80, c'est un langage qui est normé, sur lequel interviennent différentes personnes. Et puis on obtient vraiment des applications natives qui sont rapides, qui peuvent proposer donc un mode offline, on n'est pas dans un navigateur web qui va nous permettre d'accéder à l'interface graphique de notre application que quand on est connecté à Internet, mais on peut très bien lancer une application sans avoir aucune connexion. On va pouvoir accéder aux fonctionnalités matérielles, au téléphone, à l'accéléromètre, à la galerie photo, un peu à tout ce qu'on veut. Et puis, les applications peuvent rester actives en tâche de fond. C'est-à-dire que si je ferme mon application, enfin si je lance une autre application, je peux très bien avoir mon application qui continue à tourner en tâche de fond, qui continue à faire des requêtes HTTP, à enregistrer mon application si je le souhaite, ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses que les applications, les web apps ne peuvent pas faire. Alors si on creuse un peu, je vous ai dit que Titanium c'était un framework à la fois pour le desktop et pour le mobile. En réalité, ce sont deux frameworks semi-distincts. On va pouvoir partager certaines bases de code, mais généralement quand on démarre un projet, on indique ça c'est un projet Titanium mobile ou un projet Titanium desktop. Si on se concentre sur Titanium mobile, on va développer vraiment qu'avec des technologies orientées web. Comme je le disais tout à l'heure, principalement JavaScript, le côté HTML et CSS c'est un peu pour du cosmétique. C'est une autre manière de créer des interfaces graphiques, mais finalement, à l'usage, on se rend compte que c'est pas vraiment pratique. Donc le gros rêve, le gros concept derrière, c'est vous développez une seule fois votre application. Vous avez vos fichiers sources JavaScript qui sont dans un dépôt Subversion ou un dépôt Git. Et puis, par dépendance, vous pouvez utiliser ces librairies métiers à la fois dans votre application desktop, qui va compiler sur OS X, sur Linux, sur Windows, ou dans votre application mobile qui va compiler sur différentes plateformes. Alors si on se concentre que sur la partie mobile, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Titanium? On va pouvoir accéder à tout un tas d'API. Là j'ai listé certaines API, il y en a en fait beaucoup plus, pour accéder à toutes les fonctionnalités du téléphone. On va avoir accès aux bases de données, accès à l'accéléromètre, à l'appareil photo, accès au carnet d'adresses, accès à la géolocalisation, à la cartographie, et pouvoir faire tout un tas de trucs. Titanium Analytics, c'est une API qui est assez intéressante parce qu'elle donne accès à un service de log et de statistiques cross-platform. Ça signifie que dans votre application, vous allez pouvoir mettre des marqueurs en disant je veux loguer tous les utilisateurs qui accèdent au troisième tab de mon application. Je vais mettre un marqueur à cet endroit-là, ça va envoyer. Ça va faire une requête vers les serveurs d'Accelerator, c'est un service qui est proposé par Accelerator, et je pourrais avoir une idée de l'utilisation qui est faite de mon application sur toutes les plateformes, et pouvoir évidemment segmenter plateforme par plateforme, et donc avoir des informations d'usage de ce type-là. Alors comment est-ce que ça fonctionne réellement? Parce que j'ai dit qu'on développe en JavaScript, et pour que c'est magique, on se retrouve sur les téléphones, c'est pas aussi magique que ça. Je vous ai aussi promis que c'était pas une couche d'abstraction c'était pas une machine virtuelle qui réinterprétait tout sur le téléphone et qui créait une lenteur artificielle. Non, il y a d'abord une phase de précompilation dans laquelle Titanium va analyser les différentes dépendances du projet, va regarder quelles sont les API qui sont utilisées dans le code, quels sont les besoins de compilation, et va prévalider le code JavaScript de manière à pas perdre de temps en cours de développement s'il y a une bête erreur JavaScript. Ensuite, il y a une phase de compilation qui s'appelle la compilation front-end, pendant laquelle les librairies de Titanium vont être compilées pour la plateforme cible. Donc si on compile vers iPhone, eh bien, les librairies même de Titanium vont être compilées avec tous les symboles qui sont exposés et très exploités dans la dernière phase. Et puis on va préparer la compilation sur la plateforme, donc en copiant tous les fichiers qui vont bien, ainsi de suite. Et sur la dernière partie, on va avoir la compilation cible, dans laquelle on crée le binaire pour la plateforme cible, avec un appel aux outils de compilation natifs des différentes plateformes. Donc on va appeler l'Android SDK pour compiler, on va appeler le SDK iOS pour compiler. Alors le fonctionnement sur les deux plateformes est sensiblement différent. Sur iOS, on va avoir une transformation du code JavaScript que l'on a dans notre application, qui fait tourner notre application sous la forme de variables Objective-C. Donc ça va générer du code Objective-C avec des variables Objective-C qui contiennent le code JavaScript. Et ce code Objective-C va être compilé
sous la forme d'une application native, et ces variables vont être passées à l'interpréteur JavaScript de l'iPhone de manière elles font appel aux API natifs de Selenium, de manière à générer l'interface et puis à donner toute l'intelligence à l'application. Sur Android, c'est presque pareil, à ceci près que ce ne sont pas des variables Objective-C Java qui vont être générées, c'est carrément du bytecode qui va être généré à partir de notre JavaScript. Et ce bytecode est interprété sur le téléphone par un moteur d'interprétation JavaScript. Alors pour l'instant, jusqu'à Titanium 1.7, c'était Rhino, le moteur d'interprétation JavaScript de Mozilla qui est employé. Dans la version 1.8 qui devrait arriver d'ici la fin d'année, il y a un changement de moteur d'exécution JavaScript qui est fait, et ça va employer V8, le moteur d'exécution fait par Google, qui est beaucoup plus rapide, et on observe des gains de performance de 1 à 10. Encore une fois, c'est que sur du benchmark, parce que sinon sur de l'utilisation standard, on n'observe pas vraiment de ralentissement. C'est pas vrai. Alors les principes de développement. Pour l'instant, on a vu le concept, le mode de développement. Les principes de développement, finalement, c'est assez peu contraignant. C'est du JavaScript, donc on est très très vite opérationnel. Créer une première application et mettre quelques écrans, 3 boutons et accéder à la base de données, par exemple, ça se fait très simplement. On peut très bien appliquer les bonnes pratiques si on en connaît en JavaScript. On peut aussi ne pas les appliquer et obtenir des résultats assez vite. Mais on va vite tomber sur des problèmes, par contre, sur le long terme. On va avoir des problèmes si on développe trop vite une application vaste sans faire attention aux bonnes pratiques JavaScript. Alors, des bonnes pratiques, c'est quoi? Ça va être ne jamais mettre de variable globale. Alors là, ça va plus tourner en cours JavaScript, finalement. Ne jamais mettre de variable globale, toujours utiliser les opérateurs de comparaison et jamais l'opérateur d'égalité. Utiliser l'opérateur ternaire si c'est possible. Adopter un mode de conception modulaire, donc de manière, encore une fois, à ne pas polluer le scope global. Valider le code JavaScript. Il y a des outils, je parlais tout à l'heure de JavaScript, qui est un langage en pleine accélération. C'est un langage qui est doté de tout un tas d'outils de validation, il y a des plateformes d'intégration continue avec JavaScript, il y a des frameworks de tests unitaires, donc on peut les employer. Et puis, toujours une dernière recommandation toute bête, mais toujours utiliser point-virgule à la fin des lignes de code. C'est pas un truc obligatoire en JavaScript. Il peut très bien se passer de mettre des points-virgules, sauf que ça veut dire que le compilateur va les rajouter pour nous, et on n'a pas vraiment envie qu'il y ait des choses magiques qui se passent. Plus on peut encadrer la manière dont se fait le développement, mieux c'est. Alors, quand je parle de pas de variable globale, ça signifie quoi? Là, j'ai mis un exemple de code à l'écran, je ne sais pas si on voit très bien. Sur la gauche, en fait, je vais créer 3 variables. D'abord, key, foo et human. Et puis, je vais créer derrière 3 fonctions. En fait, en JavaScript, les fonctions, ce sont des variables aussi. Je vais avoir une variable hello, une variable transform, une variable log. Et la variable log et la fonction log fait elle-même appel à la fonction transform. Et puis à la fin, je vais exécuter une des fonctions définies auparavant. Dans l'autre exemple, celui qui est le bon exemple, qu'il faut suivre, on va commencer par créer un namespace, un tableau de variables. Donc les 3 premières variables que j'avais, finalement, elles ne polluent plus le scope global d'exécution que par une seule variable. Et puis on va rattacher les différentes fonctions à cette même variable. Ce qui fait qu'au final, tout à la fin de mon exécution, j'ai défini une seule variable, qui est la variable application, et je n'ai pas défini 15 000 variables qui vont se balader dans le scope global et dont je ne pourrais pas maîtriser la portée. Encore mieux, la fonction transform qui était définie ici de manière globale uniquement pour être utilisée par la fonction log, elle va être ici complètement invisible depuis le scope global, et elle ne va même pas venir polluer mon namespace application que je viens de définir. Elle va être définie dans une fonction auto-exécutée, et donc il y aura une portée qui sera uniquement entre cette parenthèse-là et celle-ci. Donc ça, c'est le genre d'exemple qui est vraiment à suivre. On n'est pas obligé de le faire, mais si on ne le fait pas, on aura des problèmes de fuite de mémoire, on aura vite des problèmes assez impactants. Un autre conseil, c'est d'utiliser tout le temps l'opérateur de comparaison, le triple égal, et jamais le double égal en JavaScript. Et ça vaut même dans les navigateurs, jamais double égal. On tombe sur des trucs hallucinants, genre est-ce que not number a la même valeur que 0? Bah oui, en JavaScript. Il y a vraiment des trucs hallucinants. Si vous voulez en voir davantage, vous pouvez aller visiter le site What the fuck JavaScript, qui montre des exemples assez proprement intéressants. J'aime beaucoup le type of not a number qui retourne number. C'est assez amusant.
Alors d'autres règles à ne pas négliger. Ce qu'il faut faire, c'est toujours essayer d'utiliser des noms de variables expressifs, suivre des coding standards, commenter votre code, ça vous aidera à vous y retrouver. C'est simplement des outils de qualité. Vous pouvez valider la syntaxe avec JSLint ou JSInt, qui est un poil plus permissif et un peu plus proche des réalités des développeurs. Et puis utiliser de manière extensive les closures, l'héritage par prototype, voire même la fonction require offerte par CommonJS, qui est un nouveau mouvement apparu il y a 2 ans, qui permet de définir des modules JavaScript. Et donc, ça permet aux développeurs d'importer des librairies. C'est un peu un import Java en fait. On peut importer des librairies en leur donnant le nom que l'on souhaite. Donc c'est vraiment très pratique et ça évite de réexécuter plusieurs fois du code pour rien. C'est vraiment très, très intéressant. Alors pour démarrer avec Titanium, il existe plusieurs outils. Le premier outil, c'est Titanium Developer, qui c'est un peu l'ancêtre. Il a été abandonné en début d'année parce qu'il était un peu vieillissant et parce que Accelerator avait d'autres plans. C'est un outil qui était assez pratique puisqu'il n'y avait pas d'IDE intégré. Donc finalement, on développait avec les outils qu'on voulait. C'était juste un outil de création de projet et de compilation. Et puis en début d'année, Accelerator a sorti Titanium Studio, qui est né du rachat d'Aptana. Aptana, c'est un éditeur qui existait depuis plusieurs années basé sur Eclipse. Et Accelerator a signé un gros chèque pour acheter Aptana. Il y a eu 3 mois de travail intensif. Et en mars, la première version de Titanium Studio est sortie et propose une forte intégration du framework Titanium dans Eclipse. Alors avec Titanium Studio, on peut créer un projet. Il y a un debugger pas à pas qui est intégré, donc on peut exécuter le code, voir la valeur des différentes variables, voir ce qui se passe précisément. On peut mettre des marqueurs, c'est vraiment très pratique. On profite de cette complétion sur toutes les API exposées par le framework. Donc ce sont des API qui ne sont pas standards dans JavaScript. Je sais pas, titanium.api.log par exemple, c'est pas du tout standard. Dans Aptana, c'est reconnu. Et puis on peut lancer les simulateurs, Android ou le simulateur iOS ou l'émulateur Android directement depuis Titanium Studio. On peut aussi installer directement les applications sur les devices, que ce soit les iPhone, iPad ou téléphone Android, ou tablette Android directement depuis l'éditeur. Alors comment ça se passe quand on crée un premier projet? On peut le faire. Stock. Voilà Titanium Studio. Pour créer un projet, il suffit simplement c'est vraiment comme dans Eclipse, donc tous ceux qui ont utilisé Eclipse vont s'y reconnaître très bien. Il suffit d'indiquer qu'on veut démarrer un nouveau projet. On va démarrer un projet de type desktop ou mobile, en l'occurrence mobile. Là, on va pouvoir saisir un nom pour ce projet. Donc Paris démo. On peut lui donner un identifiant d'application. Cet identifiant, il est important, il a une signification, puisqu'il devra correspondre aux identifiants d'application que vous allez renseigner sur l'Apple Provisioning Portal. Donc pour la remplir la publication de l'application, vous pouvez pas mettre n'importe quoi, même si vous pouvez le changer à tout moment. Donc là, je vais mettre par exemple comme.pug démo. Et puis on peut choisir la version du framework Titanium que l'on souhaite employer. Donc là, je vais utiliser la dernière version stable, pas encore les versions instables. Et voilà. Donc il y a une arborescence qui est créée. Et on va pouvoir tout de suite lancer l'application. On a ici. On va pouvoir tout de suite dire je veux faire tourner cette application dans un émulateur. Alors je vais faire avec le simulateur iPhone ça va être un petit peu plus rapide en termes de compilation. Et pour le lancer aussi. Mais on peut faire tout à fait la même chose sur l'émulateur Android. Voilà, donc le framework est en train d'être compilé, on peut voir en dessous. C'est la première compilation qui prend généralement du temps, puisque tout le framework Titanium doit être compilé pour la cible. Ensuite, le simulateur doit être lancé, l'application installée dessus et démarrer. Voilà. Il est derrière.
Le simulateur est lancé. L'application est installée et elle démarre. Et tout de suite, on a une application avec 2 tables. On peut voir que c'est super actif, pas de souci. Si je devais la recompiler maintenant, ça serait quasiment instantané, ça prend 5 secondes à se relancer. Alors, ce qu'on peut voir, le contenu du projet qui a été créé, c'est une arborescence très simple, avec un dossier build qui est simplement un dossier de compilation, on n'a rien à faire dedans, et un dossier ressources qui va être le dossier dans lequel on va travailler tout le temps. C'est ce dossier-là qui va contenir tout le code de notre application, tous les assets, éventuellement une base de données, et puis éventuellement des modules natifs, j'en parlerai peut-être tout à la fin pendant les questions. C'est un framework qui est cross-platform, donc je pourrais très bien lancer la même application en tant qu'à faire une application déjà compilée, une application de démo KitchenSync qui est fournie par Accelerator, qui permet d'exposer toutes les fonctionnalités. Je peux utiliser la même application sur, sur le simulateur Android. Et on peut voir que le look est différent, la tab bar, le tab group se trouve en haut de page, non pas en bas d'écran. Alors la documentation des aides et des exemples, vous pouvez en trouver plein. La documentation, il y a la documentation d'API que vous allez utiliser très souvent pour savoir ce qu'on peut faire avec les différentes fonctionnalités, les différentes API exposées par Framework. Et puis il y a aussi une documentation textuelle qui présente plein de bonnes pratiques, qui est vraiment très riche. Ça vaut le coup de prendre 2-3 heures pour la parcourir et pour savoir quel est le contenu, qui est disponible sous la forme d'un wiki, qui est vraiment très actif. De l'aide, vous pourrez en trouver sous la forme de vidéos, de tutoriels, de cours en vidéo, également sur une plateforme de questions sur laquelle les développeurs peuvent poser des questions et peuvent souvent trouver des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. Titanium, c'est un framework qui est en développement, et comme tous les frameworks, il y a certains problèmes d'instabilité parfois, il y a parfois des problèmes d'incohérence, mais cette plateforme de questions permet dans la plupart des cas de trouver la bonne réponse à son problème. Et puis il y a aussi beaucoup d'exemples. Alors là j'en ai mis 2 qui sont des exemples officiels et semi-officiels. KitchenSync, donc l'application que je viens de vous montrer, expose toutes les fonctionnalités du framework. On peut tout voir avec, on peut lire des vidéos, on peut faire des appels XML, HTTP request, on peut créer des table view avec vidéo et en temps. Il y a vraiment plein d'exemples dans ce KitchenSync. Et en application multiplateforme, il y a un très bon exemple qui est l'application CodeStrong, qui a été faite à l'occasion de la conférence CodeStrong à San Francisco, la conférence sur Titanium. En termes d'outillage, d'industrialisation et de qualité, on va trouver certains outils dont différents frameworks JavaScript, donc qui ne sont pas forcément liés à Titanium pour améliorer la qualité. Par exemple, il y a Jasmine, qui est un très bon framework de test unitaire, qui va permettre de mettre en place des tests automatisés et progressivement d'améliorer la qualité et puis d'encadrer le fonctionnement de l'application. Son utilisation, c'est très simple. Là, j'ai mis une capture d'écran d'une suite de tests. Par exemple, ici, c'est un test pour tester un ORM JavaScript disponible avec Titanium. Où le principe, en fait, c'est comme la plupart des frameworks de test unitaire, on va avoir des assertions et on va vérifier qu'elles sont exactes en exécutant du code issu de la librairie qu'on est en train de tester. Donc c'est bien, c'est pas encore aussi puissant qu'un PHP Unit s'il y a des gens qui connaissent dans le public, mais c'est déjà vraiment pratique pour débusquer les bugs. Alors si on fait un tour très rapide des API disponibles, sur la gestion des fenêtres, on va avoir 2 modes de conception de fenêtres, soit des fenêtres libres comme on voit à droite, des fenêtres volantes, on peut en ouvrir autant qu'on veut, soit un tab group, on va pouvoir en ouvrir un sur iOS, autant qu'on veut sur Android. Ensuite, à l'intérieur des fenêtres, la composition graphique se fait avec des vues que l'on peut imbriquer les unes dans les autres. On va trouver tout type de vues. Alors j'ai donné 2 exemples. Une image view pour embarquer une image, c'est très simple. On appelle la méthode create image view à laquelle on passe un tableau de paramètres pour indiquer par exemple l'URL de l'image, pour indiquer sa largeur, ainsi de suite. Et ensuite, on peut réagir avec l'ensemble des composants créés par Titanium par biais de gestionnaire d'événements. Par exemple, au chargement d'image, c'est l'événement load, je vais pouvoir loguer une information en disant c'est bon, l'événement load a bien été appelé. Là, je montre une table view
Tout simplement, on a un tableau de données et on va créer une table view à laquelle on va passer ces données. Éventuellement, on aurait pu passer ces données a posteriori, une fois que la table view est créée, suite à un appel Ajax par exemple, de manière à peupler le constructeur. À l'intérieur des vues, on va pouvoir ajouter ce qui s'appelle les widgets, donc tous les composants graphiques d'interface. Il y en a tout un tas, je les ai listés sur cet écran. Ils ne vont pas avoir le même rendu sur iPhone et sur Android. Par exemple, l'indicateur de chargement iPhone qui est ici va se présenter autrement sur Android. Un slider par défaut va avoir une unité différente sur Android. Une liste déroulante, ainsi de suite. Voilà, donc pareil pour tous les widgets, on a des interactions. Les interactions avec l'utilisateur, elles sont gérées par le biais des événements. C'est du code tout à fait standard en JavaScript pour celui qui a fait un peu de jQuery. C'est vraiment très simple à comprendre et de commencer à développer. En termes d'API matériel, je disais que Titanium c'était vraiment des applications natives, donc on peut accéder à toutes les API matérielles, accéléromètre, caméra, ainsi de suite. Elles sont toutes exposées sous le namespace Titanium et elles sont exploitables en JavaScript, que ce soit directement dans du code JavaScript d'application Titanium, mais aussi dans les WebViews intégrés par Titanium si le contenu de ces WebViews est du contenu HTML chargé localement. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire une page web intégrée dans notre application qui va être affichée dans une WebView et dans laquelle on va vouloir afficher une fenêtre pour lire une vidéo ou pour afficher l'appareil photo. Donc développer une application comme ça de la Z, c'est tout bête. C'est vraiment très simple. Il faut faire appel à l'accéléromètre, faire appel à une animation, un petit peu de son et roule en une soirée, c'est fait. C'est vraiment simple. Un exemple d'API native, c'est Titanium Media. C'est assez intéressant puisque Titanium Media englobe tout ce qui concerne la gestion que ce soit la gestion de la capture de photos et vidéos. Alors je vais passer un petit peu vite sur ce slide pour montrer plutôt le code qu'il y a derrière. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton pour afficher l'appareil photo, on va appeler la méthode show caméra. Une fois que la photo a été prise, on va récupérer le média qui a été pris dans la photo. Et si ce média est de type photo, on va afficher cette photo dans l'écran avec la largeur de la photo, sa hauteur et son contenu. Si par contre c'est pas une photo qui a été prise mais une vidéo, on pourra afficher vraiment, je suis désolé, il faut prendre une photo, le type de média vidéo ça ne me convient pas. Voilà, on peut aussi mettre des gestionnaires d'erreurs. On peut indiquer qu'on souhaite sauver automatiquement la photo dans la galerie. On peut indiquer quels sont les types de médias qui sont supportés. Là j'ai présenté uniquement quelques possibilités de l'API Titanium Media, en fait il y en a beaucoup plus. Encore une fois, il faut aller voir vraiment la documentation d'API qui est complète et vraiment riche. Et il faut utiliser égal et je ne l'ai pas fait. Alors ça c'est un slide vraiment pratique. Ne faites pas des fichiers interminables de 1500 lignes, 2000 lignes de code. Utilisez plutôt la fonction Titanium Include qui permet de découper en plusieurs fichiers, de modulariser. Et encore mieux, plutôt que d'utiliser Titanium Include qui est un mode d'inclusion propre à Titanium, utilisez le require de CommonJS qui monte et qui est disponible dans Titanium depuis Titanium 1.5. Concevez des modules JS, ça vous permettra de réutiliser du code de projet en projet, ça permet de capitaliser. Appuyez-vous sur des frameworks type MVC qu'on peut trouver sur la marketplace d'accélérateur. Il y en a des gratuits qui sont vraiment très bien. Et puis si jamais vous n'avez pas envie de le faire, au moins essayez de concevoir votre application sous une forme pseudo-MVC, avec de la logique métier dans un contrôleur, avec l'affichage dans un fichier de vue, et puis l'accès des données par biais d'ORM, par exemple joli.js, qui est vraiment très bien. En tout cas, si vous n'êtes pas méticuleux, si vous ne faites pas attention à toutes ces bonnes pratiques, c'est sûr que vous aurez une mauvaise expérience avec Titanium, vous serez déçu, et vous aurez des bugs à répétition, incompréhensibles. Il faut vraiment être très précis, mais c'est vrai dans tout développement avec JavaScript. Si vous faites du développement avec Node.js en mode cracra, vous direz Node.js c'est de la merde, vous aurez tort.